hein. Donc on va avoir tendance à s'entourer, hein, de messages de communication qui nous laissent penser que tout le monde pense comme nous, que nous fonctionnons, que tout le monde fonctionne comme nous. J'arrête de déléguer mon pouvoir à l'extérieur. J'arrête de donner aux autres le pouvoir de me dire si j'ai de la valeur. C'est extrêmement facile de repartir dans ces conditionnements et extrêmement difficile de se rappeler à soi-même et d'être en conscience de soi-même. Parce que la vie va encore nous confronter à quelque chose d'inédit, à ce qu'on appelle notre zone inconnue. On a une zone inconnue, c'est-à-dire qu'il y a des épreuves, tant qu'on ne les a pas traversées, on n'a pas encore expérimenté notre propre limite ou notre propre peur. Donc tout d'un coup, on peut avoir un événement qui là va nous confronter à quelque chose qu'on n'avait pas encore traversé nous-mêmes. Et donc, c'est-à-dire, je me libère de toutes ces attentes parentales, de tous ces interdits, de tout ce que j'ai pu recevoir comme peur, comme colère, qui ne m'appartiennent pas, de toutes les limitations de mes parents. Je leur rends parce que c'est leur aventure, leur histoire. Mon invité de la semaine est thérapeute en systémique relationnelle, coach depuis plus de 15 ans, autrice du livre Libérez-vous des relations toxiques. Elle est extrêmement inspirante et je suis très fier de l'avoir avec moi cette semaine, Cécile Gauthier-Labro. C'est-à-dire quand les personnes viennent en thérapie, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit elles viennent en situation de crise, traversent une crise, soit un traumatisme, une relation particulièrement difficile, un harcèlement au travail, une dépression, une perte de sens. Enfin, il peut y avoir tout un tas de raisons qui amènent à la thérapie, mais elles ont toutes un point commun, c'est que en fonction, quelle que soit la difficulté de ce qu'elles traversent, elles ont une difficulté immense à être elles-mêmes. Et c'est ce qui va être la première source de souffrance. Parce que le premier réflexe, tant que le travail en profondeur n'a pas été fait sur soi, le premier réflexe, ça va être toujours par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que soit on va avoir 2 grandes tendances en général, hein. Soit les personnes, en fonction de leur histoire, ont eu tendance à développer plutôt de la dépendance affective, c'est-à-dire à se déterminer beaucoup en fonction de l'extérieur, c'est-à-dire je vais être ce que les autres attendent de moi. Donc je vais avoir tendance à me suradapter tout le temps. Donc forcément, c'est un processus dans lequel on n'est plus du tout soi-même, hein. C'est-à-dire que je vais être ce qu'on attend de moi. Soit ça va être l'inverse, hein, soit dans l'enfance, il y a eu, souvent des injustices ou des trahisons qui vont plutôt amener l'enfant à croire que personne n'est fiable dans le monde, qu'il ne peut compter que sur soi-même et donc à développer, on va dire, un surego, hein, et du coup à ne plus être du tout en confiance avec le monde extérieur. Donc dans les 2 extrêmes, quelles que soient, hein, les stratégies qu'on va avoir tendance à adopter pour survivre aux difficultés que nous avons à traverser, dans aucune de ces tendances, on est soi-même. On s'oublie complètement dans ce processus-là. Et donc cette difficulté à ne pas arriver à être soi, c'est ce qui va être la première source de souffrance. Parce que c'est ce qui nous empêche déjà de nous connaître, donc de savoir où sont nos forces, de savoir comment se positionner, puisqu'on est tellement centré souvent vers l'extérieur, hein, vers ce qu'on attend de nous, qu'on en oublie complètement là où on est doué, là où on a du potentiel, là où on pourrait être pertinent et utile. C'est vraiment la première source de souffrance. Donc, tout le travail, ça va justement être de revenir à soi et de voir comment justement, en étant moi-même, c'est-à-dire en apprenant à me connaître, à identifier mes besoins, mes valeurs, mes forces, en étant beaucoup plus en conscience de ce que je suis, tout va s'aligner avec beaucoup plus de fluidité. Comment je vais pouvoir du coup trouver ma juste place, que ce soit dans mon environnement, dans l'obstacle, dans l'épreuve que je suis en train de traverser ou dans la relation qui est difficile en ce moment. Comment est-ce que je vais pouvoir me positionner à partir de moi et non pas à partir de ce qu'on attend de moi ou à partir de ce que je crois qu'on aurait attendu de moi ou de ce que mes parents auraient attendu de moi, de ce que la société attend de moi, mais vraiment à partir de moi, juste de ce que je suis moi. Et si j'arrive à faire ce chemin-là, il y a des chances que mon action, ma réponse à ce qui m'arrive sera beaucoup plus juste, beaucoup plus adaptée et du coup beaucoup plus pertinente. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. La question, de toute façon, tu la sens venir, de toute façon, elle est quasiment, je suis obligé de la poser. C'est mais comment se fait-on
on arrive à se retrouver dans ce schéma-là, à ne parce qu'on se dit quand même, on arrive sur terre, on est tel que l'on est et on se rend compte après, après l'adolescence, jeune adulte, voire même adulte bien avancé, à ne pas être soi-même, ne pas être réellement soi-même. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans ce carcan-là? Alors, il y a énormément de choses qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Quand on regarde les tout petits enfants, eux, en général, pas de souci, ils sont eux-mêmes, hein. Ils sont eux-mêmes, en général, pendant longtemps. Bon, sauf s'il y a vraiment des traumatismes lourds qui émergent dans le processus, mais on va dire globalement, dans une enfance, on va dire, qui n'est pas dysfonctionnelle, qui n'est pas soumise à la violence, un enfant va être très longtemps lui-même. Heu, Ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, avant tout, ça va être toutes les pressions extérieures et tous les déterminismes que nous subissons enfant. Et là, quand je parle de déterminisme, je parle de tous les différents déterminismes, hein. Il y a des déterminismes sociaux, hein, en fonction de la classe sociale dans laquelle je suis arrivée, en fonction du contexte économique, familial dans lequel j'arrive. Il y a des déterminismes psychologiques, en fonction des blessures que je vais subir enfant, de ce qu'il va falloir que j'affronte, de la personnalité de mes parents, du niveau de violence dans lequel j'évolue, etc. Tout ça, ça va me façonner, ça va me déterminer. Et donc, forcément, dans ce processus, on va avoir des couches qui vont venir se mettre par-dessus le petit diamant brut que nous sommes enfants. Enfant, on arrive pur, vraiment pur. Donc, il va y avoir tout un tas de couches comme ça qui vont venir se poser. Des traumatismes, des peurs, des colères, hein, des difficultés. Et dans ce processus-là, on commence à assombrir un peu. C'est-à-dire, le diamant qui est en dessous, il est toujours là. Il est toujours aussi magnifique, il est toujours brut, mais on le voit de moins en moins. On y a de moins en moins accès. Et plus il va y avoir d'épreuves, plus il va y avoir des émotions violentes, des difficultés, des traumatismes, plus forcément le niveau de carapace et de protection qui vont se mettre en place vont rendre cet accès-là quasiment impossible à un moment donné, vraiment très très difficile, très laborieux. Donc ce qui nous empêche, ça va être essentiellement les blessures et toutes les croyances, tout le travail du mental que nous allons développer pour survivre à nos blessures. Donc il faut bien remettre dans le contexte qu'un enfant, quel qu'il soit, ça c'est universel, tous les enfants subissent leur enfance. Un enfant ne choisit rien. Il choisit pas son milieu social, il choisit pas sa famille, il choisit pas son école, il choisit pas ses profs, il choisit pas comment il mange, il choisit... Alors, à quelques exceptions près, dans quelques familles, hein, maintenant, il y a de l'ouverture, donc voilà, il y a eu un travail de fait à ce niveau-là, mais on va dire globalement, il a très très peu de souveraineté sur ses choix alimentaires, sur la façon dont il va s'habiller, sur ses choix sexuels, etc. Tout va être imposé. Tout va être subi. Alors, subir, ça peut paraître un terme négatif, parce que forcément, dans tout ce que l'enfant subit, il y a aussi des choses qui sont très, très ressources pour lui, qui sont tout à fait lumineuses, hein. Dans tout ce que nous subissons enfant, il y a de très belles lumières, et puis il y a aussi des choses qui vont être très toxiques pour nous, qui vont être violentes, voire maltraitantes, qui vont être limitantes. Et donc, forcément, ça va générer des débordements émotionnels chez l'enfant, parce que l'enfant n'est pas encore mature pour gérer tout ça. Cette confrontation à la limite, cette confrontation aux émotions des autres, les interdits qu'il va recevoir, les humiliations éventuellement qu'il va recevoir, et souvent quand on est enfant. Donc il n'est pas armé pour ça. Donc il va être obligé de faire tout naturellement, hein, il va être obligé de mettre en place des stratégies de survie. Alors soit on est sur des stratégies de survie pures au sens premier du terme, hein, parce que sa vie peut être réellement en danger si c'est un enfant qui subit de la maltraitance, de la violence, de l'insécurité, peu importe. Soit on va être à un niveau émotionnel, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'insécurité, il n'y a pas forcément de violence, mais il peut y avoir de grandes souffrances émotionnelles, il peut y avoir de la violence psychologique, des humiliations, des rejets, des trahisons, etc., des abandons, tout un tas de blessures que peut traverser un enfant et où il va devoir mettre en place des stratégies de survie. Un enfant, il a besoin de deux choses pour se développer. Il a besoin d'amour et de sécurité. C'est les deux piliers essentiels dont il a besoin. Quand je dis amour, je parle aussi de reconnaissance, de valorisation, c'est-à-dire vraiment la sensation d'exister, d'être important pour ses parents, d'avoir une place dans cette famille, d'avoir un rôle à jouer dans ce monde, hein. Il va y avoir tout ça dans l'amour. Et dans la sécurité, il va y avoir la sécurité physique et il va y avoir aussi la sécurité émotionnelle. C'est-à-dire savoir que si je me confie, par exemple, je vais être entendue.
Je ne vais pas être jugée, je ne vais pas être rejetée, je ne vais pas être maltraitée. Donc, à partir du moment où un enfant va être suffisamment nourri d'amour et de sécurité, il va se développer à peu près normalement. Et il y aura très peu de problématiques, on va dire, par la suite. Parce qu'il y aura des piliers intérieurs suffisamment solides pour affronter les épreuves de la vie. À l'inverse, quand on a été en carence enfant sur un de ces deux piliers, on peut avoir été en sécurité mais avoir manqué d'amour, ou l'inverse. On peut avoir manqué des deux. Là, forcément, il en va de la survie de l'enfant. Il y a des études, Boris Cyrulnik a beaucoup travaillé là-dessus, sur les dégâts absolument innommables qu'un manque d'amour et de sécurité peuvent entraîner chez un enfant. Ils se sont aperçus de ça, par exemple, en travaillant sur tous les orphelinats sous Ceausescu, des enfants qui se laissaient, des bébés, ou des tout petits enfants qui se laissaient littéralement mourir quand ils n'étaient pas regardés, pris dans les bras, aimés. Donc, quand on parle de survie, on peut en parler vraiment à un niveau vraiment premier. C'est-à-dire qu'il en va vraiment de la survie de l'enfant. Donc, un enfant, il fait comme il peut dans tout ça. Il subit beaucoup de choses. Il fait comme il peut. Et en fonction de sa personnalité de départ, il va développer des stratégies différentes. Face à un même événement, face à une même blessure, face à un même abandon, tous les enfants ne vont pas adopter les mêmes stratégies. Face à de l'humiliation, face à de la violence, il va y avoir différents types de stratégies qui peuvent se mettre en place. Par exemple, certains enfants vont choisir la stratégie de la fuite. Ils vont se réfugier dans leur monde, dans un monde souvent créatif, imaginaire. Ils vont prendre cette stratégie de la fuite. Je vais me faire tout petit, je vais presque devenir transparent. Je vais vivre ma vie vraiment dans mon petit coin, pour moi, dans mon refuge, dans ma grotte. Ça peut être une autre stratégie. Un enfant peut se dire, ok, si je veux survivre, il faut que je sois super fort, il faut que je me fasse respecter, il faut que j'écrase tout le monde, il faut que je prenne toute la place. Parce que je ne sais pas, je suis le dernier d'une famille nombreuse et que si je veux manger, il faut que je sois le premier à manger. Il peut y avoir tout un tas de stratégies de cet ordre-là. Donc, lui, ça va être la stratégie du combat. Du combat. Il faut que je sois toujours dans le combat. Toujours, toujours, toujours. Il peut y avoir la stratégie du gentil ou du parfait, de l'enfant parfait. Et peut-être que si je suis parfait, si je suis exactement ce qu'attendent mes parents, si je suis premier de classe, si je suis toujours bien habillée, si je suis toujours bien sage, si je suis irréprochable, peut-être que je vais enfin obtenir un peu d'attention de mes parents, un peu d'amour, un peu de reconnaissance, par exemple. Des stratégies de survie, il y en a une multitude en fonction de la personnalité de l'enfant et de ce qu'il va choisir et de ce qu'il peut mettre en place aussi dans son environnement. Ces stratégies, elles sont ancrées tellement profondément parce qu'on les a appliquées dans l'enfance, pendant des années, dans des fortes intensités émotionnelles. Donc, elles sont ancrées très en profondeur dans notre inconscient. Donc, quand on va arriver dans notre vie d'adulte, tout naturellement, dès qu'on va être en contact avec une forme de menace, de danger, que ce soit un danger d'amour, un danger de sécurité, on va remettre instinctivement, tout naturellement, mécaniquement, en place les stratégies qu'on a utilisées enfant. On est véritablement conditionné. On est vraiment conditionné, comme des marionnettes. Tant qu'on n'a pas conscience de nos conditionnements, on est complètement agi par ces conditionnements-là. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles. Il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?